Ce que je vais vous dire aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit à personne, pas à mes enfants, pas à mes petits-enfants, pas même à ma femme, Madeleine, avant qu'elle ne parte. Et pourtant, c'est peut-être la seule chose qui compte vraiment. Je m'appelle Bernard, j'ai 74 ans. Il y a 2 ans, un médecin m'a regardé dans les yeux, dans un bureau blanc qui sentait le désinfectant, et il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Mais cette phrase, je vous la dirai plus tard. D'abord, il faut que vous compreniez quelque chose. Vous savez, quand on a mon âge, on a traversé des choses dites. J'ai vu la fin des 30 glorieuses. J'ai connu le chômage des années 80. J'ai enterré mes parents, mon frère, et il y a 3 ans, ma femme. J'ai travaillé 42 ans dans la même entreprise, Comfortable. 42 ans à aligner des chiffres dans des colonnes, à vérifier des factures, à signer des documents que personne ne lisait. Ce n'était pas mon rêve. Mon rêve, c'était le bois. Mon père était menuisier. Dans son atelier, au fond du jardin, il y avait cette odeur, le chêne, le noyer, la surfraîche. Quand j'étais petit, je passais des heures à le regarder. Ses mains transformaient des planches brutes en quelque chose de beau, une chaise, une table, un coffre à jouets. Il me disait toujours « Bernard, le bois ne ment jamais. Si tu le travailles avec patience, il te révèle ce qu'il porte en lui. » J'ai toujours voulu faire ça, créer, transformer, laisser quelque chose de mes mains. Mais la vie a d'autres plans, n'est-ce pas? À 23 ans, j'ai rencontré Madeleine. Elle était institutrice, elle avait ce rire, un rire qui remplissait une pièce entière. On s'est mariés, on a eu des enfants, il fallait un salaire stable, une mutuelle, une retraite. Alors j'ai rangé mes outils, j'ai mis une cravate, et pendant 42 ans, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. Je ne me plains pas, on a eu une belle vie, les enfants ont grandi, ils ont fait des études, ils ont leur propre famille maintenant. Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Chaque soir, en rentrant du bureau, je passais devant l'atelier de mon père. Il était fermé depuis sa mort, personne n'y entrait plus. Et chaque soir, je me disais « Demain, je l'ouvrirai. Demain, je recommencerai. Demain. » Ce mot m'a volé 30 ans de ma vie. Vous savez ce qui est étrange? On croit toujours avoir le temps. On reporte, on attend, on se dit que les choses importantes peuvent attendre. Parce qu'il y a toujours quelque chose de plus urgent. Le travail, les factures, les réunions, les obligations. Et pendant ce temps, la vie passe. Elle passe sans faire de bruit. Il y a 2 ans, j'ai commencé à tousser. Une toux sèche, persistante. Rien d'alarmant au début. Je me disais que c'était l'hiver, le froid, la fatigue. Madeleine n'était plus là pour me dire d'aller voir le médecin. Alors j'ai attendu. Encore ce mot, attendre. Quand j'y suis finalement allé, le docteur Moreau, un homme jeune, avec des lunettes rondes et une voix douce, m'a fait passer des examens, scanner, biopsie, analysis. Et puis, un mardi matin, il m'a fait asseoir dans son bureau. Je me souviens de tout, la lumière grise qui entrait par la fenêtre, le bruit de la pluie sur les carreaux, l'odeur du café froid dans sa tasse. Il a posé ses mains sur le bureau, il m'a regardé et il a dit « Monsieur Lefebvre, vous avez un cancer du poumon, stade 3. » Vous savez, on imagine toujours comment on réagirait dans ce moment. On se dit qu'on pleurerait, qu'on crierait, qu'on poserait 1000 questions. Moi, je n'ai rien fait de tout ça. Je suis resté assis, silencieux. Et la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est l'atelier de mon père, fermé depuis 30 ans, toutes ces années perdues. Le docteur Moreau a continué à parler. Traitement, chimiothérapie, chance de rémission. Je l'écoutais, mais ces mots glissaient sur moi comme l'eau sur une vitre. Parce que dans ma tête, une autre voix parlait. C'était la voix de Madeleine. 3 mois avant sa mort, elle m'avait dit quelque chose. On était assis dans le jardin, c'était un soir d'été. Les roses qu'elle avait plantées étaient en fleurs. Elle a pris ma main, sa main était si légère, si fragile, et elle a dit « Bernard, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a vécu vraiment, les moments où on était là, vraiment là. Je n'avais pas compris, pas vraiment. Il m'a fallu un cancer pour comprendre. Ce soir-là, en rentrant du cabinet du docteur Moreau, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 30 ans. J'ai ouvert la porte de l'atelier, la serrure a grincé, l'odeur m'a frappé comme une vague. Le bois, la poussière, le temps arrêté. Les outils de mon père étaient encore là, les ciseaux à bois, le rabot, la scie à ruban couverte d'une bâche. Et sur l'établi, il y avait quelque chose, un morceau de chêne, à moitié sculpté. Mon père l'avait commencé avant de mourir, il n'avait jamais pu le finir. J'ai pris ce morceau de bois dans mes mains, et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré, pas à cause du cancer, à cause de tout ce temps que j'avais laissé filer. Cette nuit-là, j'ai pris une décision, pas une décision spectaculaire, pas une décision héroïque, une décision simple. J'allais vivre, vraiment vivre, pour le temps qu'il me restait. Le lendemain, j'ai appelé mes enfants. Mon fils Thomas vit à Lyon,
ma fille, Sophie, à Bordeaux. Ils ont leur vie, leur travail, leurs soucis. Je ne les voyais plus qu'à Noël et aux anniversaires. Des visites polies, des conversations de surface. Comment vas-tu, papa? Bien. Et toi? Bien. On ne se disait plus rien. Ce jour-là, je leur ai tout dit. Le cancer, le pronostic, mes peurs. Et puis je leur ai dit autre chose. Je leur ai dit que je les aimais. Ça paraît simple, n'est-ce pas? 3 mots. Mais quand les avais-je prononcés pour la dernière fois? Je ne m'en souvenais pas. Thomas est venu me voir le week-end suivant. Il est entré dans l'atelier avec moi. On n'a pas beaucoup parlé. On a juste travaillé le bois ensemble. Lui qui n'avait jamais touché un outil de sa vie, il a poncé une planche pendant 2 heures. Et quand il est parti, il m'a serré dans ses bras. Il ne l'avait pas fait depuis qu'il était enfant. Vous savez, on passe sa vie à chercher les grandes choses, la réussite, la reconnaissance, l'impact. On veut laisser une trace, on veut qu'on se souvienne de nous. Mais ce qui compte vraiment, ce sont les petites choses. Bon, elle a hoché la tête très sérieusement. Les choses invisibles. Un matin, ma petite fille Emma est venue me voir. Elle a 7 ans, elle a les yeux de Madeleine. Elle s'est assise à côté de moi dans l'atelier et elle m'a regardé sculpter. Au bout d'un moment, elle a demandé « Papy, pourquoi tu fais ça ?» J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Et puis j'ai dit « Parce que ça me rend heureux, ma chérie. » Et elle a dit « Alors c'est bien. » C'est bien. 3 mots d'une enfant de 7 ans. Et dans ces 3 mots, toute la sagesse du monde. Depuis 2 ans, je fais de la chimiothérapie. Certains jours sont difficiles. La fatigue, les nausées, cette impression que mon corps ne m'appartient plus que... Mais d'autres jours sont lumineux. J'ai terminé la sculpture que mon père avait commencée. C'est un oiseau, un rouge-gorge. Il n'est pas parfait. Les ailes sont un peu asymétriques. Le bec est trop long. Mais quand je le regarde, je vois les mains de mon père et je vois les miennes. 2 générations, unies dans le même morceau de bois. J'ai aussi construit une cabane pour Emma. Rien d'extraordinaire. 4 planches, un toit, une petite fenêtre. Mais quand elle y joue, quand elle invite ses poupées à prendre le thé, je sais que cette cabane existera encore quand je ne serai plus là. Pas comme un monument, pas comme un héritage grandiose, juste comme un souvenir, un petit morceau de présence. Vous savez, on me demande souvent « Comment tu fais? Comment tu restes positif ?» Je ne suis pas positif. J'ai peur. J'ai des nuits où je ne dors pas, des matins où je ne veux pas me lever, mais j'ai compris quelque chose. La vie ne nous demande pas d'être courageux, elle nous demande juste d'être là. Madeleine me l'avait dit, ce qui compte, c'est ce qu'on a vécu vraiment, vraiment, pas les accomplissements, pas les titres, pas les chiffres sur un compte en banque. Les moments, les vrais moments, un café bu lentement, le matin, en regardant le jardin, une conversation avec son fils où, pour une fois, on ne parle pas de la météo, une lettre écrite à la main à un vieil ami qu'on n'a pas vu depuis 20 ans, le bruit du bois sous le rabot, le rire d'une petite fille. Ces choses-là ne laissent pas de traces visibles, personne n'écrira d'article à leur sujet, personne ne vous donnera de médaille. Mais ce sont ces choses-là qui comptent, les seules choses qui comptent vraiment. Je ne sais pas combien de temps il me reste, les médecins parlent en statistiques, en pourcentage, en probabilité. Mais la vérité c'est que personne ne sait, personne n'a jamais su. On croit avoir le temps, jusqu'au jour où on découvre qu'on ne l'a pas. Alors j'ai arrêté d'attendre, j'ai arrêté de reporter, j'ai arrêté de dire « demain ». Chaque matin, quand je me réveille, je me pose une question, une seule question. Qu'est-ce que je veux vivre vraiment aujourd'hui? Pas accomplir, pas réussir, pas prouver. Vivre. Et vous, vous qui m'écoutez, je ne sais pas quel âge vous avez, je ne sais pas ce que vous traversez, mais je sais une chose. Vous aussi, vous avez un atelier fermé quelque part, quelque chose que vous avez remis à plus tard, quelqu'un à qui vous n'avez pas dit ce que vous ressentiez, un rêve que vous avez rangé dans un tiroir. Ne faites pas comme moi, n'attendez pas qu'un médecin vous regarde dans les yeux pour commencer à vivre. Je repense souvent à cette phrase de Madeleine. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a vécu vraiment. Elle avait raison. Elle a toujours eu raison. L'autre jour, Emma m'a demandé « Papy, est-ce que tu as peur de mourir ?» Les enfants posent les vraies questions, n'est-ce pas? J'ai réfléchi et j'ai dit « Non ma chérie, j'ai eu peur de ne pas vivre, mais maintenant, je vis. » Elle a souri et elle est retournée jouer dans sa cabane. Je ne sais pas ce qui m'attend. Peut-être que le traitement fonctionnera, peut-être pas, mais ce que je sais, c'est que ces 2 dernières années ont été les plus vraies de ma vie. Plus vraies que 42 ans derrière un bureau, plus vraies que toutes ces années à attendre, parce que j'ai enfin compris, on ne compte pas en ajoutant des années à sa vie, on compte en ajoutant de la vie à ses années. Vous vous souvenez? Au début, je vous ai dit qu'un médecin m'avait dit une phrase que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas « vous avez un cancer ». Non, c'était ce qu'il a dit après. Après m'avoir annoncé le diagnostic, après avoir parlé des traitements, des chances, des risques, il s'est tu un moment. Et puis il a dit « Monsieur Lefebvre, qu'est-ce que vous avez toujours voulu faire, que vous n'avez jamais fait ?»
c'est cette question qui a tout changé. Pas le cancer, la question. Alors maintenant, c'est à vous que je la pose. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu faire que vous n'avez jamais fait? Qu'est-ce que vous attendez? Et qu'est-ce qui vous empêche de commencer aujourd'hui? Vous n'avez pas besoin d'un cancer pour ouvrir votre atelier. Vous n'avez pas besoin d'un diagnostic pour dire « je t'aime ». Vous n'avez pas besoin de la permission de personne pour commencer à vivre vraiment. Madeleine disait toujours « le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Maintenant, pas demain, maintenant. La semaine prochaine, je vous raconterai autre chose. Quelque chose que j'ai découvert en travaillant le bois avec mon fils. Quelque chose sur les pères et les fils, sur ce qu'on transmet sans le savoir, sur les silences qui parlent plus fort que les mots soumis. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. En attendant, allez ouvrir votre atelier, quel qu'il soit.